Tout s'est joué en à peine 7 minutes. Une poignée de minutes qui ont redessiné les lignes de force de la planète. Vladimir Poutine venait d'achever son numéro favori. Un monologue saturé d'avertissements à peine voilés et de menaces calculées. Convaincu d'avoir, encore une fois, glacé l'atmosphère du G20, il s'attendait à récolter ce silence prudent que tant des dirigeants occidentaux lui avaient déjà offert. Mais cette fois, le scénario a dérapé. Sébastien Lecornu s'est levé et en quelques phrases, il a figé l'auditoire. Ce n'était pas une réplique protocolaire, ni un échange diplomatique ordinaire. C'était l'instant précis où, sous les projecteurs du monde entier, celui qui se rêvait intouchable s'est retrouvé publiquement exposé. L'homme qui pensait imposer la crainte devenait soudain le centre d'un tout autre spectacle. À Bali, dans ce centre de conférence transformé en arène géopolitique, l'air était chargé d'électricité. Autour de la table, les 20 dirigeants les plus influents du globe savaient que l'enjeu dépassait largement les questions économiques. Ce sommet n'avait rien d'une réunion technique. C'était un face-à-face idéologique. Démocratie contre autoritarisme. Paroles diplomatiques contre démonstration de force. Occident contre Kremlin. Et en 7 minutes, l'équilibre a basculé. Il avait fait une entrée soigneusement chorégraphiée. Autour de lui, des gardes massifs, silhouettes compactes et des conseillers aux traits fermés formaient un mur humain. Vladimir Poutine avançait avec cette froide certitude qui, pendant des années, avait suffi à faire taire bien des capitales. Dans son esprit, le scénario était simple. Quelques allusions menaçantes, une posture inflexible, et la salle s'inclinerait d'elle-même. Ce qu'il ignorait, c'est que, depuis des semaines, Sébastien Lecornu préparait méthodiquement ce face-à-face. Le chef du gouvernement français n'avait pas traversé la planète pour encaisser des pics ou subir un numéro d'intimidation. Il était venu avec une intention claire, prouver qu'un autocrate n'est impressionnant que tant qu'on accepte de trembler. Pourtant, dans la salle, personne ne semblait encore mesurer ce qui se préparait. Peut-être, à l'exception d'Emmanuel Macron, installé en observateur attentif, le regard traversé par ce demi-sourire mystérieux qu'il réserve aux instants diplomatiques décisifs. Le choc éclate dès la séance plénière consacrée à la sécurité mondiale. Micro en main, Poutine adopte son ton habituel, mélange d'assurance et de dureté, fort de son contrôle sur des milliers d'ogives nucléaires. Il s'adresse à l'Assemblée avec une courtoisie glaciale. Selon lui, les tensions actuelles ne seraient que le produit d'occidentaux irresponsables. La mécanique est bien huilée. Il dénonce l'Alliance atlantique, fustige le soutien militaire à l'Ukraine, agite la menace de représailles imprévisibles contre quiconque défierait Moscou. Chaque mot est pesé pour susciter l'inquiétude. Chaque phrase pensée pour rappeler qu'il incarne la puissance capable de franchir toutes les lignes rouges. Convaincu d'avoir verrouillé l'auditoire, il s'attend à voir les regards se baisser. Mais un détail rompt la routine. Sébastien Lecornu ne détourne pas les yeux. Il ne griffonne pas nerveusement sur un carnet. Il soutient le regard du dirigeant russe sans ciller, avec une intensité qui, pour la première fois, semble fissurer le décor. Lorsque le dirigeant russe achève sa tirade menaçante, persuadé d'avoir imposé le silence, une voix s'élève avec une simplicité déconcertante. Le premier ministre français, sans hausser le ton, lance « Est-ce que votre spectacle est terminé, Monsieur Poutine ?» Le terme « spectacle » claque dans l'air comme une gifle inattendue. Dans cette enceinte où chacun pèse ses mots avec une prudence extrême, personne ne s'était jamais permis une telle audace face au patron du Kremlin. Lecornu se redresse lentement, presque posément. « À mon tour de commenter votre prestation », ajoute-t-il. À partir de cet instant, le temps semble suspendu. 7 minutes. Pas une de plus. Mais 7 minutes qui vont renverser la dynamique de la salle. D'une voix calme, maîtrisée, à 1000 lieues de la tension russe, il enchaîne. Permettez-moi de clarifier une chose essentielle. Il existe une différence entre un chef d'État et un voyou. Le choc est immédiat. L'assistance se fige. Jamais en public, un responsable politique n'avait osé employer un tel mot pour qualifier Poutine. Le premier gagne l'estime par ses actes.
Le second exige l'obéissance en instillant la peur. Je vous laisse déterminer où vous vous situez. Poutine tente de reprendre la parole. Trop tard. Le cornu ne cède pas un centimètre. Il enfonce le clou. Vous évoquez les prétendues provocations de l'Occident. Parlons plutôt de vos propres initiatives militaires. Géorgie en 2008, Crimée en 2014, Ukraine en 2022. 3 offensives, 3 entorses flagrantes au droit international. Voilà votre héritage. Chaque phrase frappe avec précision. Les caméras du monde entier capturent l'instant. CNN, BBC, toutes diffusent ce face-à-face devenu historique. Vous brandissez la menace de représailles imprévisibles? Très bien. Regardons les effets bien réels de vos décisions. Le ton reste égal, presque clinique. Isolement diplomatique. Économie fragilisée. Départ massif des talents. Sous votre direction, la Russie s'enfonce dans le statut d'État marginalisé. Habitué à dominer par l'intimidation, Poutine découvre qu'il fait face à quelqu'un qui ne tremble pas. Le cornu ne cherche ni compromis ni apaisement. Il ne contourne pas l'obstacle, il avance droit dessus. La sécurité internationale, vraiment? Parlons-en. Qui agite la menace atomique face à des populations civiles? Qui fait taire ses opposants au poison loin de ses frontières? Qui soutient dans l'ombre des réseaux terroristes? Inutile de faire semblant, tout le monde connaît la réponse. La salle encaisse le choc. Les chefs d'État échangent des regards incrédules. Pour la première fois, quelqu'un énonce publiquement ce que beaucoup murmurent en privé. Le cornu ne ralentit pas. Son ton se durcit. Ce qui trahit votre posture, M. Poutine, ce n'est pas la force, c'est la peur. Vous brandissez l'arme nucléaire parce que vous savez qu'une guerre classique vous échappe. La frappe est brutale. L'évocation des revers russes en Ukraine fissure le masque. Le visage du dirigeant se tend. La pâleur remplace l'assurance. Ses doigts trahissent une nervosité inhabituelle. Lui qui dominait les sommets se retrouve soudain déstabilisé. « Vous travestissez les faits », lâche-t-il. Le premier ministre esquisse un sourire glacial. « Lesquels? L'incapacité à prendre Kiev? Les officiers tombés les uns après les autres? Le repli précipité de Kharkiv? » Chaque interrogation frappe comme une lame. Poutine tente de reprendre pied. La Russie protège ses intérêts légitimes. Réplique immédiate. Protéger? Tuer des civils, est-ce cela? Détruire des hôpitaux, est-ce votre définition de la défense? Déporter des enfants, est-ce ainsi que vous parlez de protection? Les mots tombent, lourds, précis. Le silence devient presque insoutenable. Les dirigeants assistent, stupéfaits, à la mise à nu d'un homme que beaucoup redoutaient. Puis vient la sentence. Vous n'êtes pas un chef d'État. Vous êtes un criminel de guerre dissimulé derrière une fonction présidentielle. Et que ce soit clair, la France ne tremble pas devant vous. Un vide sonore envahit la pièce. Celui qui avait imposé la crainte à l'Europe entière reste figé, incapable de répondre. Sur son visage se mêlent colère et humiliation, une image que les photographes n'avaient jamais capturée. Mais le cornu continue, s'avançant vers la délégation russe. Vous voulez connaître la suite? Elle est simple. Nous poursuivrons notre soutien militaire à l'Ukraine jusqu'à votre défaite. Les sanctions seront renforcées jusqu'à l'asphyxie de votre économie. Et vos actes seront jugés devant les juridictions internationales. Dernière tentative du président russe. Vous jouez avec une escalade nucléaire. Réponse tranchante. Non, celui qui a allumé l'incendie, c'est vous. Et aujourd'hui, vous en subissez les flammes sous les yeux du monde. Se tournant vers l'Assemblée, le cornu conclut. Regardez-le. Voilà ce qu'il advient d'un tyran lorsqu'on lui résiste. Il ne reste que la menace et la peur. Les applaudissements éclatent. Joe Biden se lève en premier, rejoint par Ursula von der Leyen, puis par les autres dirigeants démocratiques. Xi Jinping demeure assis, impassible, sans soutenir ni contester. Isolé, Poutine assiste à la scène, réduit au silence. Les journalistes comprennent qu'il ne couvre plus un simple sommet. Ils sont témoins d'un basculement.
le moment où les démocraties cessent de s'incliner. En regagnant sa place, le cornu lâche une dernière phrase. « Vous pouvez retourner à votre bunker, Monsieur Poutine. Le temps de la peur est terminé. » Le message est clair. Lorsque Vladimir Poutine quitte la salle d'un pas pressé, entouré d'une délégation au visage fermé, une clameur éclate derrière lui. Les applaudissements roulent comme un orage. Depuis des années, aucun dirigeant n'avait vu son aura d'homme fort se fissurer ainsi sous les yeux du monde entier. Et ce n'est que le début. Dans les heures qui suivent, l'onde de choc dépasse les murs du sommet. Les plateformes numériques s'embrasent. En moins de 60 minutes, le mot dièse, le cornu Vestutine, envahit les tendances mondiales. Les séquences vidéo tournent en boucle et franchissent la barre symbolique des 100 millions de vues en une journée. Pour beaucoup, la scène ressemble à une démonstration de sang-froid devenue leçon planétaire. Moscou vacille symboliquement, Paris prend la lumière. Les rédactions internationales s'emballent, les manchettes s'enchaînent. Pour certains médias américains, c'est le jour où le président russe a vu son prestige s'effondrer. D'autres parlent de 7 minutes qui ont rebattu les cartes de la politique mondiale. Même les chaînes russes, d'ordinaire disciplinées, se voient contraintes d'évoquer l'épisode, tentant maladroitement d'en atténuer la portée. À des milliers de kilomètres de là, l'atmosphère est tout autre. Dans la capitale russe, les visages se ferment. Les conseillers s'activent pour contenir la tempête médiatique, mais les images circulent malgré les tentatives de filtrage. Pour la première fois depuis son accession au pouvoir, le chef du Kremlin apparaît fragilisé aux yeux de ses propres concitoyens. À l'ouest, en revanche, l'ambiance frôle l'exaltation. À Washington, le président américain salue personnellement l'initiative française, y voyant un acte que beaucoup espéraient sans jamais oser le poser. À Londres, on parle d'un moment charnière pour l'Europe. À Berlin, même les plus prudents reconnaissent la portée symbolique de l'intervention. Les répercussions politiques sont rapides. L'aide militaire à l'Ukraine s'intensifie. Les mesures économiques contre la Russie se renforcent. Certains États, jusque-là hésitants, se rapprochent du bloc occidental, stimulés par cette démonstration de fermeté. Selon plusieurs analystes, une nouvelle dynamique est née. La parole s'est libérée, et avec elle, l'équilibre des rapports de force. Pendant que les capitales occidentales saluent l'événement, le camp opposé, lui, se fait discret. Les partenaires traditionnels de Moscou prennent soudain leur distance. Pékin choisit le silence prudent, Téhéran adopte un ton mesuré. Pyongyang, d'ordinaire si prompt à soutenir, ne souffle mot. Pour un chercheur du MIT, le constat est sans appel. La stature internationale de Poutine vient de s'effondrer. Sur le plan intérieur, le choc est brutal. L'image d'homme fort se fissure. Les sondages plongent. Les oligarques, jusqu'ici dociles, commencent à douter. Au sein de l'armée russe, déjà ébranlée par les revers en Ukraine, la confiance dans le chef suprême s'effrite davantage. 3 mois après la scène de Bali, tentative de rattrapage. Poutine propose une rencontre d'apaisement avec Paris. Mais la réponse française est ferme. Conditions posées sans détour, retrait complet d'Ukraine, compensation pour les destructions, poursuites judiciaires contre les responsables de crimes de guerre. L'époque des arrangements avec les autocrates appartient au passé, tranche le premier ministre. 6 mois passent et les failles deviennent visibles. Des tensions émergent dans plusieurs régions russes. Les voix dissidentes gagnent en assurance. Un historien de Harvard résume la situation d'une formule mordante. L'affaire a révélé un géant dont les fondations étaient fragiles. 1 an après cette séquence devenue emblématique, le paysage international n'est plus le même. Là où régnait la crainte, s'installe désormais une forme de mépris. Les démocraties ont retrouvé une assurance qu'elles semblaient avoir perdue. Et tout serait parti de ces 7 minutes où la fermeté française a défié la brutalité russe. Dans ses mémoires, Le Cornu résume sobrement. Parfois, il suffit d'un acte de courage pour réfléchir le cours des choses. L'épisode restera comme l'instant où l'Occident a cessé de se laisser intimider et où un dirigeant français a rappelé que la liberté n'est pas une monnaie d'échange. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. L'humiliation publique du président russe déclenche une onde de choc durable. Dans les heures qui suivent, les ministères des Affaires étrangères s'activent. Téléphone rouge, réunions d'urgence, analyses stratégiques,
les chancelleries s'embrasent. Le monde diplomatique comprend qu'un nouvel équilibre est en train de naître. À peine la séquence terminée que, de l'autre côté de l'Atlantique, l'alerte est donnée. À Washington, la Maison-Blanche réunit en urgence le Conseil de sécurité nationale. L'atmosphère est électrique. Selon le secrétaire d'État, un cap vient d'être franchi. Aucun responsable occidental n'avait osé aller aussi loin depuis des années. Désormais, l'image d'invincibilité du président russe vient d'être publiquement fissurée. Au Pentagone, les stratèges revoient leur scénario. Si la stature d'homme fort vacille, expliquent plusieurs officiers, l'équilibre militaire pourrait en être profondément modifié. Un général le formule sans détour. Quand le chef cesse d'impressionner, les soldats commencent à douter. Dans les couloirs de la CIA, l'heure est à l'analyse intensive. Les équipes scrutent chaque signal provenant de Moscou. Pour certains responsables, il pourrait s'agir du premier acte d'un affaiblissement durable du pouvoir russe. Les services américains détectent déjà des tensions inhabituelles au sein des cercles dirigeants. À Londres, l'effervescence est plus contenue mais tout aussi réelle. Downing Street observe la situation avec satisfaction. Le chef du gouvernement britannique convoque ses ministres pour décortiquer cette nouvelle configuration. Selon lui, une faille vient d'apparaître dans la cuirasse du Kremlin et il serait stratégique de s'y engouffrer. Le MI6 reçoit des instructions claires. Intensifier la veille et exploiter ce moment de fragilité. Parallèlement, les diplomates britanniques activent leur réseau afin de convaincre d'autres capitales d'adopter une ligne plus ferme vis-à-vis de Moscou. L'heure n'est plus à l'hésitation, mais à l'initiative. À Berlin, la tonalité est plus mesurée, mais l'effet n'en est pas moins profond. Olaf Scholz, encore marqué par ses propres revers diplomatiques, admet en cercle restreint que quelque chose vient de basculer. Selon lui, Paris a redéfini les paramètres du rapport de force avec Moscou. Impossible désormais de poursuivre comme avant. Longtemps freinée par sa dépendance énergétique, l'Allemagne commence à revoir ses calculs. Le gouvernement annonce une accélération décisive de la transition énergétique afin de couper court à toute pression venue de Russie. Les grands groupes allemands sont invités à préparer un retrait progressif, voire total, du marché russe. Une page se tourne. Plus à l'est, l'ambiance est tout autre. Varsovie, les capitales baltes, Prague, expriment sans retenue leur satisfaction. Depuis des décennies, ces pays vivent sous l'ombre pesante de Moscou. Pour eux, cette scène ressemble à une délivrance. Enfin, quelqu'un a formulé publiquement ce que nous pensions depuis longtemps, glisse un responsable polonais. Rapidement, ils proposent d'intensifier leur coordination militaire avec la France. L'OTAN, de son côté, ajuste ses plans en anticipant une Russie fragilisée. À Kiev, l'impact est immédiat. Volodymyr Zelensky convoque la presse pour saluer l'initiative française. À ses yeux, ces quelques minutes ont produit plus d'effet que des mois de négociations prudentes. Les soldats ukrainiens diffusent massivement les images de la confrontation. Le moral remonte. L'idée s'installe. Si le mythe de l'invincibilité vacille, alors tout devient possible. Les forces ukrainiennes lancent de nouvelles opérations, portées par cet élan psychologique. Pendant ce temps, à Moscou, le climat est électrique. À peine rentré, le président russe se retire derrière les murs du Kremlin. Ses proches tentent de relativiser, mais l'onde de choc est trop forte. L'un d'eux concède que la riposte française a surpris tout le monde. Les autorités ordonnent un contrôle renforcé des réseaux sociaux, cherchant à contenir la propagation des images. En vain. Les vidéos circulent déjà, y compris en Russie, malgré les filtres officiels. Dans les cercles économiques, l'inquiétude grandit. Certains oligarques redoutent que la perte de prestige international entraîne des conséquences irréversibles pour leurs intérêts. Des discussions discrètes s'engagent avec des intermédiaires étrangers. Au sein de l'armée, déjà éprouvée par les revers en Ukraine, les interrogations se multiplient. Des réunions confidentielles examinent les scénarios d'avenir. Comment maintenir l'autorité quand le chef paraît affaibli? En province, plusieurs gouvernants prennent leur distance avec le pouvoir central. Quelques-uns explorent même des canaux diplomatiques alternatifs. Dans les médias indépendants russes, malgré les pressions, des analyses audacieuses émergent. L'image d'invincibilité n'est plus qu'un souvenir.
Sous le manteau, les tribunes critiques se propagent et nourrissent une conversation parallèle sur l'avenir du pouvoir à Moscou. À Pékin, Xi Jinping suit l'évolution avec un calcul froid, partagé entre prudence et opportunité. Dans ses réunions internes, une idée circule. Si le pilier russe vacille, l'architecture mondiale se recompose. Résultat, la Chine ajuste sa posture. Pas question d'être arrimé à un dirigeant fragilisé. Les grands groupes reçoivent des consignes claires, réduire l'exposition au marché russe. Téhéran, lui aussi, révise ses équations. Un Kremlin affaibli ne constitue plus un bouclier fiable face aux pressions occidentales. En coulisses, des canaux discrets s'ouvrent vers l'Europe pour tester de nouvelles marges de manœuvre diplomatiques. Même Pyongyang, pourtant habitué aux postures tranchées, choisit d'observer. Les livraisons d'armement sont mises en pause. Mieux vaut attendre que la poussière retombe. Dans le monde dit non aligné, l'hésitation s'efface progressivement. L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud réexaminent leurs priorités stratégiques. L'image du président russe, autrefois synonyme de fermeté, ne produit plus le même effet. Le vent semble tourner et chacun ajuste ses voiles. 3 semaines après l'épisode de Bali, les premiers signaux tangibles apparaissent. Des contrats militaires majeurs échappent à la Russie au profit d'industriels occidentaux. Déjà fragilisée, l'économie encaisse un nouveau choc. La monnaie nationale plonge à un niveau inédit. 1 mois plus tard, la contestation s'invite sur le territoire russe. Des rassemblements éclatent dans plusieurs régions, encouragés par la perception d'un pouvoir moins solide. Les forces de sécurité, elles-mêmes atteintes par la perte de prestige du sommet de l'État, peinent à contenir la tension. 2 mois après la confrontation, la situation se tend davantage. Dans le Caucase, certaines républiques revendiquent davantage d'autonomie. Tchétchénie, Daghestan, Ingouchie contestent ouvertement l'autorité centrale. Le message est clair. La loyauté ne va plus de soi. Épuisée par la guerre en Ukraine, l'armée russe se retrouve sollicitée sur plusieurs fronts intérieurs, sans disposer des ressources nécessaires pour tout contrôler. Ce qui n'était qu'une fissure commence à ressembler à une faille structurelle. 3 mois passent, et ce que beaucoup jugeaient inimaginable finit par arriver. Dans l'ombre, une coalition improbable de magnats économiques et de hauts gradés militaires décide d'agir. Leur verdict est brutal. Selon eux, le chef du Kremlin a terni l'honneur national et met en péril l'avenir du pays. Il faut, disent-ils, préserver ce qui peut encore l'être. Retranché derrière les murs sécurisés de son refuge, l'ancien maître du jeu observe son pouvoir se déliter. Les alliances se fissurent, les soutiens disparaissent. 6 mois après la scène de Bali, le renversement est consommé. À Moscou, une équipe provisoire prend les rênes, composée de figures jugées plus pragmatiques. Leur première annonce frappe fort. Ouverture de discussion pour mettre fin au conflit avec l'Ukraine. Le message adressé au monde est sans ambiguïté. Une page se tourne. La Russie aspire à redevenir un acteur accepté sur la scène internationale. 1 an plus tard, les historiens fixent un point de départ à cette séquence, le face-à-face du G20. Ils écrivent que la solidité d'un tyran repose d'abord sur la peur qu'il inspire. Dès que celle-ci s'évapore, la structure vacille. Aujourd'hui, Sébastien Lecornu est présenté comme l'homme qui a modifié le cours des événements mondiaux. Devant l'Élysée, une statue porte ces mots. Il a osé s'opposer à la tyrannie. Quant à l'ancien président russe, il termine son existence loin du pouvoir, figure déchue d'une époque où certains pensaient pouvoir intimider la planète sans conséquence. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la chute d'un homme. Les répercussions s'étendent bien au-delà de la sphère politique. Dans les universités, l'épisode devient un exemple incontournable. À Harvard, un programme d'études se consacre à l'analyse stratégique de cette confrontation. Les chercheurs y examinent comment un dirigeant démocratique a pu désamorcer l'aura d'un autocrate par la seule force du discours. À Oxford, on explore l'effet domino des affrontements diplomatiques. Partout, les étudiants dissèquent ces 7 minutes décisives. Pour certains, elles constituent un modèle de courage institutionnel. À Yale, un séminaire analyse les mécanismes psychologiques mis en œuvre face aux régimes autoritaires. Les aspirants diplomates américains étudient ces échanges comme un cas pratique du 21e siècle. En Australie, un professeur résume la tendance. Comprendre Bali, c'est comprendre notre époque.
L'Université de Sydney crée même un centre dédié à l'étude de la résilience démocratique inspiré par cet événement. Au Japon, l'Université de Tokyo organise chaque année un colloque international consacré à l'héritage de cette confrontation. Les spécialistes débattent de ses effets à long terme sur l'équilibre mondial. Pour certains politologues, une conclusion s'impose. La démocratie n'est pas condamnée à la défensive. Elle peut aussi prendre... Le message transmis au futur commandant est clair. La détermination morale pèse autant que les divisions blindées. Aux États-Unis, les stratèges du Pentagone réactualisent leurs documents de référence. Une nouvelle grille de lecture apparaît. Confronter un régime autoritaire ne signifie pas nécessairement recourir aux armes. Un haut gradé l'admet sans détour. Il est possible d'emporter un avantage décisif sans déclencher le moindre tir. Au sein de l'Alliance Atlantique, un pôle spécialisé voit le jour pour étudier l'usage des leviers psychologiques dans les démocraties. L'objectif est d'analyser comment l'assurance politique peut déséquilibrer un adversaire autoritaire. À Londres, l'état-major met en place des modules spécifiques afin d'entraîner ses cadres à opposer au régime coercitif autre chose que la seule puissance militaire. La solidité institutionnelle. Même au Moyen-Orient, les services israéliens s'intéressent de près à cette approche. Les experts examinent comment une posture assumée peut neutraliser un acteur numériquement ou militairement dominant. Pour certains analystes en sécurité, il s'agit d'une adaptation contemporaine de l'art stratégique. Une guerre d'influence où la conviction remplace les munitions. Sur le terrain économique, la secousse est tout aussi spectaculaire. En quelques mois, la place financière parisienne s'impose comme le nouveau baromètre européen, reléguant Francfort au second plan. Pour de nombreux investisseurs étrangers, la France version Le Cornu incarne désormais constance et autorité stratégique. À Wall Street, certains analystes le reconnaissent sans détour. Depuis Bali, les capitaux regardent vers Paris. Les grandes entreprises françaises profitent de cet élan. Leur valorisation grimpe en flèche, enchaînant les sommets boursiers. Des groupes emblématiques battent record sur record, portés par une confiance renouvelée. Selon un économiste de l'OCDE, cette dynamique dépasse le symbole. Elle irrigue l'ensemble du tissu économique national. Les fonds souverains réajustent leur portefeuille en faveur de l'Hexagone. À Londres, la City redécouvre soudain les attraits de la capitale française. Des banques d'investissement multiplient les implantations parisiennes et même certains hedge funds américains transfèrent une partie de leurs activités. À en croire un gestionnaire new-yorkais, s'associer à la réussite française devient un choix stratégique autant qu'une opportunité financière. La vague dépasse rapidement la sphère financière. Sur le plan culturel, l'épisode déclenche un regain d'intérêt mondial. Les studios hollywoodiens s'emparent du récit, y voyant une fresque contemporaine digne d'un duel mythique revisité. Les plateformes de streaming rivalisent pour produire séries et documentaires consacrés à ces minutes décisives. Dans l'univers de la mode, Paris retrouve une centralité incontestée. Les créateurs français sont sollicités aux 4 coins du globe. Certaines maisons emblématiques parlent d'un nouveau souffle d'élégance et d'audace. Face à cette dynamique, d'autres capitales perdent en visibilité. La gastronomie bénéficie elle aussi de cette aura renouvelée. Les établissements français s'exportent massivement. Les vins et spécialités régionales conquièrent de nouveaux marchés. Selon des experts en marketing, l'image d'un art de vivre affirmé séduit bien au-delà des frontières. Même le sport s'inscrit dans ce mouvement. Des compétitions internationales supplémentaires sont confiées à Paris, séduites par cette nouvelle énergie. Aux yeux de certains responsables olympiques, l'attractivité française repose désormais autant sur son dynamisme que sur son prestige retrouvé. Dans le sport, l'élan est spectaculaire. Les clubs de Ligue 1 séduisent désormais des stars internationales qui, hier encore, privilégiaient d'autres championnats. Un chroniqueur ironise « Même le PSG semble jouer avec un supplément d'âme depuis l'effet Le Cornu ». Le Tour de France, lui, gagne encore un rayonnement, symbole d'un pays qui retrouve confiance. Les grandes marques mondiales se bousculent pour associer leur image aux compétitions organisées sur le sol français. Du côté de la technologie, la dynamique est tout aussi frappante. Paris s'impose comme un nouveau carrefour stratégique. Certaines entreprises californiennes transfèrent des équipes vers la capitale française, attirées par un environnement jugé plus stable. Un cadre d'un géant numérique américain l'admet. L'écosystème tricolore inspire désormais solidité et vision.
Les jeunes pousses européennes choisissent massivement l'Hexagone pour se développer, séduites par un climat entrepreneurial renforcé. Même des groupes asiatiques ouvrent des laboratoires et centres d'innovation en France, convaincus de pouvoir y capter une énergie nouvelle. Dans le secteur spatial, cette influence renouvelée prend une dimension concrète. Des projets européens sont rapatriés sur le territoire français. Les agences américaines multiplient les collaborations avec leurs homologues françaises. Selon des spécialistes, l'ambition spatiale du pays a retrouvé un souffle inédit. Des acteurs privés envisagent même d'étendre leurs opérations en Guyane, misant sur ce nouvel élan. L'intelligence artificielle n'échappe pas à la tendance. Chercheurs et ingénieurs du monde entier affluent vers les universités et laboratoires français. Certains estiment que l'attractivité scientifique de la France rivalise désormais avec celle de la Silicon Valley. Des étudiants américains choisissent de traverser l'Atlantique pour comprendre ce qui a redonné à la France une telle assurance stratégique. 2 ans après l'affrontement devenu mythique, la mutation semble achevée. L'influence française rayonne bien au-delà de ses frontières. Le corps nu est convié aux grandes rencontres internationales et sollicité sur les dossiers les plus sensibles. Même d'anciens dirigeants étrangers reconnaissent qu'il incarne une forme de leadership adaptée à ce nouveau siècle. Pendant que la France savoure son renouveau, l'ancien maître du Kremlin mène une existence à l'opposé du faste d'autrefois. Installé discrètement dans un modeste appartement à Minsk, placé sous l'œil attentif des autorités biélorusses, il vit loin des projecteurs. Les oligarques qui juraient autrefois fidélité ne prennent plus ses appels. Les généraux qui saluaient ses décisions ont disparu de son entourage. Un ancien collaborateur ironise. Il restera dans les mémoires comme celui qui a été publiquement désavoué par un dirigeant français. Les mémoires qu'il tente de rédiger en exil peinent à convaincre. Les maisons d'édition déclinent poliment. Le récit d'un dirigeant déçu ne fait plus rêver personne. Même les chaînes friandes de scandales se montrent peu intéressées. Comme le résume un producteur russe expatrié, son nom ne fait plus vendre. Lorsqu'on l'interroge sur cette fameuse journée à Bali, il élude. Regard fuyant, réponse brève. Pour lui, le chapitre serait clos. Pourtant, à l'échelle internationale, c'est l'inverse. L'épisode est devenu un symbole puissant. La preuve qu'un acte de courage peut infléchir le cours des événements mondiaux. Un éditorialiste américain le formule ainsi. Lorsque la démocratie cesse d'hésiter, elle devient irrésistible. Aujourd'hui encore, dans de nombreuses écoles à travers le monde démocratique, cette histoire est racontée aux élèves. On leur explique qu'un responsable politique a osé dire non à l'intimidation et que ce refus a inspiré des millions de personnes. Peut-être est-ce là l'héritage le plus marquant de ces 7 minutes décisives. Avoir démontré que la bravoure se transmet et que la liberté, tôt ou tard, finit par l'emporter. Yeah!